Donc on va rentrer dans le vif du sujet directement. On va débattre. Alors, on a choisi deux combats sur la carte préliminaire. On n'a pas choisi tous les combats. On a choisi donc le combat de Bruno Silva contre Shara Magomedov et de Mokaev contre Tim Elliott. Pourquoi ces deux combats? Parce qu'on a donc deux gros prospects dans la personne de Shara et à la personne de Mokaev. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce combat? Donc déjà, on va présenter les deux combattants, donc Shara Magomedov. Alors, prospect russe, kickboxer, donc peu de lutte dans son profil, donc il vient du striking, contre Bruno Silva middleweight, a les mains très très lourdes. Il a été à la décision contre Alex Pereira, donc c'est un mec qui encaisse, c'est un mec qui renvoie, et je pense à un bon gros test déjà pour une première à l'UFC pour Chara. Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Ouais, c'est un bon gros test. C'est un ancien du M1, donc champion du M1, 20 KO à son palmarès, donc on sait il frappe fort, il a les mains lourdes. On sait qu'il va à la décision avec Pereira, donc on sait qu'il est solide, qu'il encaisse. Et ouais, de l'autre côté, Magomedov, beaucoup de bruit autour de lui. On en parle beaucoup comme peut-être possiblement une future star. La petite légende derrière, c'est qu'il aurait fait, il a 12-0 officiellement. Mais la petite légende, c'est qu'il aurait fait, ils disent autour de 70 combats non répertoriés, amateurs avant, ouais, c'est ça. Et ouais, la question qu'on se posait avant ce combat, c'était comment justement Chara il va arriver à l'UFC face à quelqu'un qui est solide dès son entrée à l'UFC, comment il va gérer ça. Et je pense qu'il a délivré quoi. Il a été sans a priori, il a été sans aucune gêne. Il est rentré dans son adversaire avec son style, des kicks très forts sur les jambes. Alors, son style, des kicks très forts, euh, à distance, beaucoup de distance, beaucoup de déplacement, beaucoup de footwork. Ensuite, il kick sur les jambes, il kick sur le corps, il kick sur la tête, il kick vraiment partout. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que quand l'adversaire coupe la distance, c'est là qu'il va un petit peu plus utiliser sa boxe anglaise ou son clinch style. Parce que finalement, sa boxe anglaise n'avait pas non plus dingue. Ouais. Du coup, rapidement, il va switcher sur le clinch style. Donc, très fort sur les kicks, incroyablement fort en termes de variété de kicks, de vitesse, de précision. Moins fort sur l'anglaise, mais du coup, il s'en sert plutôt pour contrer quand les mecs rentrent. Et il sert de son clinch style pour mettre des genoux et puis essayer de pénaliser là-dessus. Ça, c'est ce qu'on a vu beaucoup dans le premier round. Et alors, petite précision aussi d'ailleurs qui a souligné, donc Chara, il lui manque. Il a une cécité au niveau d'un œil. Ouais. Donc, alors ça, dans beaucoup de commissions athlétiques aux États-Unis, je pense qu'ils sanctionneraient pas le combat. D'ailleurs, je pense pas qu'on le verra combattre aux États-Unis. Là, il a été placé donc sur la carte de Abu Dhabi, donc le combat a été sanctionné parce qu'on avait pu voir justement avec Michael Bisping où c'était un petit peu chaud pour lui comme il lui manque un œil. Mais donc Chara, alors je sais plus s'il était c'est par rapport s'il était tombé malade au niveau de l'œil, une infection, un truc comme ça, mais voilà. Alors ça justement en combat, en termes de vision, ça joue beaucoup. Et en plus, donc c'est un striker pour jauger les distances, etc. Et au final, j'ai l'impression que ça ne gêne pas plus que ça, quoi, dans ce qu'on a pu voir. En fait, on ne sait pas trop sur la boxe anglaise à quel point ça joue ou pas. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, sur les kicks, ça joue pas. Mais c'est une autre distance, c'est un autre coup d'œil, les kicks. Et il travaille très très bien à longue distance. À courte distance, j'ai trouvé que sur l'anglaise, je ne vais pas dire que Bruno Silva a dominé, mais Un petit peu quand même sur les ouais, échanges, il le ouais, touchait un peu plus, ouais. c'est ça. J'ai Sur, trouvé qu'il touchait un peu plus quand même. sur la physionomie, ouais, du premier round, bon alors après forcément c'est son premier combat à l'UFC, il y a quand même une petite timidité parce que il est attendu aussi. Il est attendu et donc on a pu voir Bruno justement qui a pris le centre de la cage, mettait un peu plus de pression donc pour un striker et surtout un kicker comme Chara, envoyer les kicks quand on est sur les talons, enfin quand on est sur le reculoir, c'est un peu plus difficile. J'ai l'impression aussi qu'il a pris, on va dire, la confiance et un petit retournement de situation au moment où il l'a touché avec le high kick et il a envoyé après un 1-2 qui a fait tituber justement Bruno. Et à partir de là, c'est Chara qui a commencé justement à avancer, à mettre un peu plus de pression, il a trouvé un peu plus son rythme. En fait, ce qui est drôle, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est ce genre de combattant euh, va
forcément faire beaucoup de bruit, va être beaucoup utilisé dans les highlight reels. Donc, on va voir quelques actions comme cette combinaison où il met high kick, coup de poing, il remet un coup de pied, boum, il part en coup de genou sauté. Donc, ça, c'est des actions qu'on va voir partout. Mais si tu regardes vraiment le combat comme nous, on l'a fait, et que tu regardes les 3 rounds du combat, tu Ouais. constates effectivement au premier round, il domine le premier round. Deuxième round, Bruno Silva, il utilise son expérience. Il dit attends, je vais te timer sur les kicks et puis je vais t'amener au sol. Donc on a Chara qui est super actif au sol, qui envoie des coudes, etc. Mais quand même qui se fait contrôler au sol pendant une grande partie du round. Et troisième round, on a une physionomie qui se rapproche du deuxième. C'est-à-dire qu'il y a du travail au sol, il y a du travail debout aussi. Mais finalement, Chara, il se fait encore amener au sol, même s'il est actif, etc. Si on pose la question de sa performance dans la perspective de sa catégorie et de Ouais. sa possibilité d'évoluer face à des grappleurs, même s'ils ne sont pas super nombreux dans cette catégorie, eh ben, on voit déjà dès le début, dès son entrée à l'UFC, on voit des lacunes dans son jeu parce que Bruno Silva, de l'autre côté, il n'est pas connu pour être un grappleur. C'est-à-dire qu'il Ouais. a 20 finishes, c'est 20 KO. Donc si un mec comme Bruno Silva arrive à l'amener au sol, ben, on se pose la question de comment ça va se passer face à des vrais grappleurs, des mecs comme Shimaev ou même d'autres combattants qui ont une lutte un petit peu plus développée. D'ailleurs, justement, sur l'emmener au sol de Silva, alors je pense que, de ce que j'ai vu, qu'il l'a emmené au sol parce qu'il commençait à prendre un peu le bouillon justement en striking. Il voulait, et puis même en termes de cardio, il commençait à être touché. Il a voulu se reposer après dans la garde de Chara, mais c'est là où aussi j'ai été très surpris. C'est donc l'activité de Mm. Chara en fait, qu'il n'a pas laissé se reposer. Il n'a pas laissé se reposer, et même s'il a pris le takedown avec les frappes qu'il a mis, les coudes, etc., aux yeux des juges, le round est clairement pour Chara, quoi. Et ça Ouais. faisait très longtemps que j'ai pas vu une garde aussi active, justement. Alors, pas forcément en termes de soumission, mais en termes de frappe, pour pas laisser l'autre. Voilà, les coudes, même les claques, etc. Enfin, tout pour ne pas laisser Bruno se reposer. Et pas forcément de tentative de passage de garde de Bruno, hormis à la fin, je crois, Mm. du troisième round. Il restait dans sa garde, un peu de ground and pound, mais voilà, ça a été une très bonne surprise de Chara pour moi. On a un travail super intéressant depuis la garde pour Chara. On en parlait en off tout à l'heure. Je te disais que moi, c'est un truc sur lequel je vais bosser avec mes élèves cette semaine. Ouais, Parce que aujourd'hui, en MMA, et j'avais posé la question à l'IMAF à l'époque, quelqu'un qui se fait amener au sol et qui outstrike son opponente, qui surclasse en termes de nombre de frappes et de dégâts ouais, son adversaire tout en étant sur le dos, va gagner le round. Là où, dans le MMA, le scoring du MMA, la façon de noter, de juger le MMA d'il y a 5 ou 10 ans, c'était pas du tout le cas. Et aujourd'hui, sur le dos, tu peux gagner le round si tu te montres plus dangereux que ton adversaire. justement, après, par rapport à ce cas de figure, à la place de Bruno Silva, donc si Chara envoie des frappes, du coup, il a un peu moins de contrôle. On est d'accord. Ouais. Voilà. À la place de Silva, justement, on se relève, on essaie de passer la garde comme il y a moins de contrôle, ou alors on cherche du ground and pound, on envoie, et puis ce qui touche, touchera, mais qu'est-ce que tu en dirais, toi? Pour moi, ceux qui sont les plus efficients au sol aujourd'hui, ce sont les Dagestanais, les Ouais, Habib, les Makachev. Pour moi, c'est le modèle. Quand tu regardes leur style de jeu, ils ont une alternance permanente entre frappe et contrôle. ouais, Contrôle, frappe, contrôle, frappe, frappe, contrôle, contrôle, frappe. Ils contrôlent pour asseoir une position et améliorer une position. ouais. Et ensuite, ils frappent une fois qu'ils ont une position qui est intéressante et maintiennent cette position jusqu'à temps qu'une position plus intéressante se présente. Ouais. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que si depuis la garde, tu prends trop de coups, peut-être forcer la demi-garde, se mettre en trois quarts monte ou en demi-garde sur lequel on a des possibilités de danger, on réduit les frappes de l'adversaire, Ouais. puis refrapper pour peut-être évoluer vers une vraie montée ou une trois quarts monte plus puissante, puis vers le dos, etc., etc. Il faut alterner des phases de contrôle et des phases de frappe. Et des phases de contrôle slash soumission avec des phases de frappe. Je pense que c'est ça le MMA moderne au sol. Parce que est-ce que justement Silva avait la caisse pour essayer de passer la garde au deuxième round? J'ai pas eu trop l'impression parce que en fait à partir du moment où il a commencé à essayer de la passer donc au troisième round on a vu qu'il l'a passé quand même assez aisément je dirais. Mm. Donc est-ce que c'est par rapport à un manque de caisse qu'il ne l'a pas fait sur le deuxième round?
Alors, il y a aussi ça. Donc, pour un middleweight et qui envoie quand même un gros volume de frappe en pied-point, plus il n'a pas forcément pris de repos beaucoup au sol. Chara, moi, j'ai trouvé son cardio relativement bon Hmm. pour, euh, pour quelqu'un de son poids, avec son volume, etc. Donc, ça, c'était aussi une bonne surprise. Il n'était pas cramé complètement. Il n'était même pas cramé, j'ai l'impression, à la fin du troisième round. Non. Non, non, il n'était pas cramé, il s'est donné à fond. Non, c'est bien, c'était intéressant à voir. C'était intéressant à voir. Beau prospect, je pense qu'il va nous proposer des beaux combats. Ouais. Je suis pas forcément hypé dans le sens à quel niveau il va aller, comment. Mais après, tout est possible. Faut pas oublier qu'à l'UFC, on a des mecs qui rentrent et qui, sur leur premier combat, sont pas forcément super impressionnants et qui, au fur et à mesure des années, se montrent de plus en plus impressionnants. Donc, ça peut être le cas de Chara. Et en tout cas, un plaisir de le voir, un plaisir de voir son travail et la mixité des coups qu'il propose, très intéressant. Ah oui, d'ailleurs, en termes de panel, Mm. il y avait une frappe que j'ai trouvée très intéressante, justement. C'était ce. Alors, je sais pas, un push kick, un front kick au moment où Silva a envoyé le crochet, donc dans la hanche. Et Silva s'est fait un peu, enfin même beaucoup déséquilibré justement. Il a envoyé un crochet complètement dans le vent 2 ou 3 fois. Alors soit il timait le truc très bien, soit enfin, grosse coïncidence Mm. sur le timing de Mm. la frappe. Mais ça j'ai trouvé ça très très beau à voir. Ouais. Puis grosse Ouais, perte d'énergie du coup de la part de Silva derrière quoi. ouais, ouais. Ouais, non, pour moi, c'est calculé. Et puis, c'est un beau travail, un travail presque classique de Mouet dans lequel on va envoyer beaucoup de types pour Ouais. déstabiliser et en faire en sorte que le mec ne soit jamais à une bonne distance de points, hein, tout simplement. Et donc là, maintenant, ça fait, je dirais, 3 gros prospects dans l'académie middleweight. Donc, Shahar Magomedov, Ikram Aliskerov, sur lequel on reviendra tout à l'heure, et Khamzat Chimaev, justement. 3 profils différents, On a le mais Kazakh aussi. avec On a le Kazakh aussi, Shakvat. Welter. Ah Welter. ouais, Walter, Ouais, 77, Welter, oui. ouais. Ouais, Ouais, 77, ouais. Comme Khamzat, il a combattu aussi en ouais, oui, 77, c'est ouais. ça. Donc, alors, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, justement, vous, là, qu'est-ce que vous en pensez de ce combat, justement, de Chara, contre qui voudriez le voir Ah oui, d'ailleurs, il a annoncé un turnover assez rapide en conférence de presse. Il aimerait être sur la carte de Shanghai en décembre. Et Dana Ok. White a dit OK. Donc un turnover assez rapide justement contre qui alors là ils vont pouvoir le matcher, je ne sais pas du tout. Même en termes de, je sais pas, Bruno Silva en termes de ranking, je dirais il devait être quoi lui. Enfin il y a top 30, top 25, un truc comme ça. En tout cas voilà, bonne presta. Ouais, très bonne presta pour un premier fight à l'UFC. Ouais. Très belle presta. Tu, tu voudrais le voir contre quel type de combattant pour son prochain combat toi? Euh, non, faut monter quoi. Faut monter un petit peu plus haut. Ouais, Donc, faudrait voir hein, au-dessus de Bruno, il y a qui. Euh, tu as deux façons de le voir, hein. Soit tu peux le monter et le monter contre quelqu'un qui va lutter très bien. Et ouais, donc, tu le mets en danger. Je pense pas que c'est ce qu'ils vont lui proposer. Je pense qu'ils vont lui proposer un banger, un profil qui va vouloir aller à la bagarre aussi, ouais. pour pouvoir faire des belles ventes, un beau combat, et qui vont lui laisser le temps quand même de travailler sur sa lutte, et notamment sa défense de lutte. Parce que moi, ce que j'ai vu des réactions sur la défense de lutte qui n'étaient pas appropriées par rapport au niveau. Ouais, comme tu me disais tout à l'heure en termes de hanche. Mm. La hanche qui euh, part pas du tout en arrière, ça c'est vraiment problématique. ouais. La hanche, elle doit être capable de partir hein, vite, rapidement. Alors, est-ce que justement Bruno a vraiment bien timé et Chara n'a pas pu voir, ou alors c'est vraiment ouais, un défaut technique? Alors, même après, pendant l'UFC, justement, les commentateurs ont dit, commentateurs américains, que Chara était lucide justement de son déficit en lutte et que quand il avait des vacances, il partait au Daghestan pour bosser Oui, sa lutte, justement. oui, j'ai entendu ça. Ouais. Après, la problématique, hein, encore une fois, c'est que si tu bosses ta lutte, mais juste ta lutte, Ouais, c'est pas ta lutte pendant que tu es en train de boxer. Et donc, c'est une autre façon de. La défense de lutte quand tu es en train de boxer, c'est une autre défense que la défense de lutte quand tu es en train de lutter. Donc, il faut travailler sur du spécifique de la lutte. Bon, tout ça, il le sait, hein. ouais. Mais en tout cas, il n'a pas montré là-dessus. Je pense qu'il a l'entourage qui va lui permettre de le montrer un peu mieux. Euh, et, euh, et voilà, je pense que sur ce combat, on est
pas mal. Ça peut être intéressant de passer sur Mokaev. Exact. Alors, donc Mokaev, Soso nous Elliott, disait, pour son premier combat, ils lui ont donné un tueur quand même. Bah exactement. c'est ça. Exactement. Alors, hop. Donc, combat suivant. Combat qui fermait justement les prélims, si je dis pas de bêtises. Tim Exactement. Elliott, vétéran, 36 ans, contre Mohamed Mokaev. Donc Mokaev considéré vraiment comme un prospect très 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 lourd qui a fait ses armes à l'IMAF. D'ailleurs, tu vas pouvoir peut-être nous en dire un peu plus par rapport à ça. Ouais, Mokaev, c'était la star de l'IMAF, hein, 22-0, champion du monde une, deux ou trois fois, je me souviens plus du nombre de fois, mais champion du monde avec une énorme domination, star de l'IMAF. Il a fait quelques combats au Brave, qui est très connecté avec l'IMAF, le Brave. Ouais, Euh, donc je crois qu'il a fait 4-5 combats au Brave, et puis ensuite il a débarqué à l'UFC. Je regardais tout à l'heure son palmarès à l'UFC, enfin son palmarès pro, il est à 10-0. ce qui est Son énorme. palmarès UFC, ce qui est énorme, son palmarès UFC, c'est 5-0. Donc, ça commence à être costaud. Et surtout, sur les 5-0, il y a 4 finishes. Et sur les 4 finishes, il y a 3 finishes dans le round 3. On est dans des KT dans lesquels il n'y a pas énormément de finishes. La KT 57-5, c'est pas une KT sur laquelle il y a énormément de finishes. Et lui, Mokaev, qui arrive et qui est à l'UFC, même s'il a des combats qui sont. Même si moi, en termes de style, il y a pas mal de choses que j'ai à lui reprocher, entre guillemets, on va en Ouais. parler. Mais bah, 3 finishes, enfin 4 finishes et 3 dans le round 3. Donc sur 5 fights, c'est bien, c'est beau, quoi. On voit qu'il fait du bon travail. Et puis en face, on avait Elliott 19-13, 1. Elliott, c'est un combattant solide, Expérimenté, euh, ouais. expérimenté, qui est là depuis très longtemps. C'est pas le meilleur combattant, mais voilà, c'était solide. Et puis, il a proposé des choses, notamment au sol à Mokaev, qui était costaud et qui était très intéressant. Première chose, moi, si j'analyse le combat, est-ce que j'enchaîne, Gabi? Je pars sur mon Ouais, ouais. analyse. Ouais, ouais, tu peux. Première chose, moi, quand je regarde physiquement, je vois Tim Elliott, qui est un physique Ouais. de la KT. Tu sens la maturité dans le physique. Il est épais, il est fort, il est costaud. À côté, j'ai trouvé Mokaev un petit peu frêle. Ouais. Euh, j'ai trouvé un peu fin. C'est-à-dire que je pense que Mokaev, s'il y avait une catégorie en dessous à l'UFC, 52 kilos, je pense qu'il ira en 52. Donc là, on sait que en termes de prépa physique, il y a peut-être un travail à faire parce que Mokaev, quand même, est un petit peu fin par rapport à la KT. Tu penses C'est qu'il pas cut pas forcément. beaucoup du coup? Je pense qu'il ne cut pas énormément. Et je pense qu'aussi, il n'a pas forcément. Après, il s'était blessé au genou et tout. Mais il Ouais. n'a pas forcément un régime de préparation physique qui est extrêmement développé. Parce qu'en masse musculaire, tu vois que c'est pas énorme. Donc, ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on voit que il se fait amener au sol. Il se fait amener au sol Ouais. en début de combat. Alors, c'est bien et pas bien à la fois. Donc, c'est pas bien parce qu'il se fait amener au sol. Et c'est bien parce qu'on a vu son travail en dessous au sol. Beau travail de JJB, une garde papillon, un blocage sur le côté assez inhabituel qu'on voit pas beaucoup en MMA, mais qui a totalement annihilé les possibilités de frappe de la part de Tim Elliott. Pas de possibilité de frappe, il prend 0 coup Mokaev pendant le temps où il est au sol. C'est un peu long, c'est un peu ennuyant, mais au moment où il libère, il passe l'underhook et il se relève instantanément. Et donc là, Ouais. tu dis, ok, effectivement, c'était long, mais t'as pas pris de dégâts et t'as pas pris de risque. Donc ça, c'était le travail d'en dessous. Bah, les lutteurs sont pas forcément super bons en dessous. Et là, on a vu que Mokaev, c'est un lutteur, mais que Il arrivait à pour annihiler le jeu aucun d'Eliott souci. justement pour ne pas prendre de dégâts, ne pas passage de garde, etc. Il arrivait à rester hermétique, on va dire. Exactement, aucun souci avec un très beau travail du dessous. Donc ça, point négatif et positif en même temps. Ouais. Après, moi, ce qui me dérange, il a été super gêné par les sprawls d'Eliott. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Elliott il a Ouais. sprawlé, il s'est retrouvé dans le sprawl. Il s'est retrouvé à lutter, à batailler pour essayer d'amener au sol. Et il y a pas mal d'essais où il n'a pas réussi. Et quand il réussissait, souvent, c'est parce qu'en fait, Elliott disait, bah, tu sais quoi, moi, je vais tenter la guillotine. Et même si il est sorti de 3 guillotines, je Ouais, il y crois, avait au moins 3 tentatives de guillotine, ouais. 3 Dont tentatives, deux un qui étaient triangle, bien serrées, serrées. 2 bien serrés, un triangle Qui méga étaient bien verrouillées. verrouillé. Ouais. Donc, oui, il nous montre qu'il connaît le sol et qu'il sait sortir de soumission, etc. Mais en même temps, c'est pas des choses qu'on voit chez les Dagestanais, par exemple, chez l'école Nurmagomedov, l'Ekeye, chez Islam, chez Habib.
Ouais. C'est pas, on les voit dans des tentatives de soumission et finalement ils sont pas soumis. Non, on voit qu'ils ont un tel contrôle, une telle posture, une telle Qu'ils ne se font hauteur. pas engager dans la soumission. Ils se font même pas engager dans les soumissions. Tu as Charles Oliveira, il n'a pas engagé une seule fois une soumission contre Makhachev. Et je me souviens pas d'un combat où on voit Makhachev en danger sur une soumission. Donc, point positif, ok, on voit que sur une défense tardive, Ouais. tu arrives à défendre. Mais point négatif, où est ta défense à mi-chemin et où est ta défense anticipée? De façon à ce que tu n'es jamais allé sur la défense tardive. Et là, pour moi, on a vu quelques lacunes de son jeu là-dessus. Et puis D'ailleurs, après, vas-y, excuse-moi. dis-moi. Non, dis-moi, Non, mais dis-moi, justement, dis-moi. c'était un point que je voulais souligner parce que, en fait, il se fait, donc, comme tu disais, donc, engager très loin dans la soumission. Alors, bravo à lui parce qu'il a justement, il arrive à en sortir, mais il peut y laisser des plumes qu'on avait vu justement la clé de genou qu'il avait pris, qui lui avait abîmé la jambe. Alors, il avait réussi à en sortir, Mhm. mais il y a laissé un peu de son genou là-dessus. Pareil sur le triangle, Elliott commençait un peu à déplier le bras pour aller faire un armbar. Le triangle était vraiment, vraiment bien engagé. Donc voilà, il arrive à en sortir. Alors très beau slam. D'ailleurs, Elliott l'a dit à l'interround. Sur le slam qu'il a pris, il a pris un flash knockout. Il a dit j'ai pris un flash. Euh, il aurait pu le mettre KO, vraiment. Mhm. Mais voilà, c'est vrai que c'est rare justement de voir quelqu'un un lutteur comme lui, de son profil, être pris aussi loin, justement, être engagé aussi loin dans les soumissions. Exactement. Ouais. Après, bon, on est obligé de saluer sa lutte en rotation là, qui est magnifique. Ah oui, Malgré tout, des belles actions de lutte. Mais par rapport à son expérience, c'est-à-dire qu'on parle de plus de 30 combats de MMA, ouais. par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'on attend de lui, j'ai trouvé assez brouillon sur la boxe. Je l'ai trouvé finalement. J'ai trouvé qu'il n'avait pas le calme et l'aspect serein des grands champions qui maîtrisent leur combat de A à Z. Le côté posé que tu peux voir chez un Dimitrius Johnson, un Henry Cejudo, même s'il arrive qu'ils se retrouvent dans des situations dans lesquelles ils n'ont pas souhaité se retrouver, tu sens un côté calme et posé de je sais où je vais précisément, je maîtrise toutes mes distances. J'ai pas senti ça chez Mokaev. Est-ce que tu penses que il est très jeune encore, donc un peu, on va dire, la fougue de la jeunesse, il cherche encore un petit peu son jeu, euh, donc c'est pour ça, est-ce que tu penses que ce serait par rapport à ça, Ça qu'il peut prenne de être la ça, maturité? ça peut être ça. Et puis parfois, il y a des caractères sur lesquels finalement, tu as un super niveau technique, tu arrives à performer dans le scramble et dans la confusion, etc. Ouais, Mais il te manque un petit quelque chose. Alors c'est super dur de ma part de dire ça, parce que je parle d'un mec qui a gagné quand même, qui n'a pas connu la défaite ouais. en 30 combats. Donc il sait gagner. Si tu connais pas la défaite en 30 combats, tu sais gagner. Je me pose quand même la question, face à du haut niveau plus jeune, parce que là c'est vrai qu'on parle de Team Elliott 36 ans, Ouais. face à du haut niveau plus jeune, plus posé et plus construit, quel type de combat on va avoir? Je me pose la question. C'est intéressant. Là d'ailleurs, pour moi, Elliott, ça a été son plus gros test à l'UFC. J'ai l'impression que l'UFC, quand même, lui construit un peu aussi sa carrière. Ils vont pas lui donner les plus gros requins de la division parce que justement, il y a une hype de malade, ce qu'il pourrait faire C'est pour ça. d'autres. C'est ça. Là, il y a quand même un choix de combattant qui, je vais pas dire qui l'aide, mais qui ne le dessert pas forcément. Je pense qu'à l'heure actuelle, à l'UFC, on a presque un double traitement. On a le traitement des Mokaev, Paddy Pimblett, même Chara finalement, à qui on Ouais, donne un profil qui convient à la personne. Et puis, on a le traitement du mec lambda qui arrive à l'UFC, qui est bon, mais qui n'est pas une star dans son pays, et à ouais. qui on va donner dès les premiers combats des mecs qui sont durs. Et on va voir comment tu performes face à ces mecs-là. Et c'est pas le même traitement, c'est pas le même parcours. Les deux peuvent arriver au sommet, mais il y a un des parcours qui sera plus difficile que l'autre. Alors je vois Yosso et El Grande, bien le nouveau format. Merci beaucoup. D'ailleurs, j'espère que ça vous plaît, hein. N'hésitez pas, hein, à balancer dans le chat vos avis, votre opinion, votre analyse sur tout ce qu'on dit. N'hésitez surtout pas. Et donc, pour cette fin de combat, justement, Mokaev qui soumet Elliott. Alors, avec un très beau, comment on Triangle pourrait de appeler bras. ça, juste avant, donc Elliott, alors
il y a eu un petit passage, un petit arrêt parce que Elliott avait envoyé des genoux qui semblaient illégaux. Alors il l'a déjà fait une première fois. Ouais, La ouais. deuxième fois, après le replay, donc ils sont aperçus que Mokaev était juste en position de squat et que ce n'était pas forcément illégal. C'est pour ça qu'ils ont repris la position la même une fois le time repris. Et alors Mokaev a timé justement sur un genou de Elliott parfaitement et il l'a retourné. Ça c'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Il l'a retourné après pour aller le coller contre la cage, travail, et il est parti sur un bras-tête verrouillé, nickel quoi. Ouais, c'est beau travail. Et le bras-tête, je ne sais pas à quel point on a des pratiquants dans les commentaires, etc. Mais le bras-tête, depuis la montée ou depuis la demi-garde ou depuis la croix, c'est une des armes, c'est une des soumissions indispensables en MMA pour moi. Parce que c'est une soumission sans risque. On ne perd pas la position, on ne perd pas la top position. Et il y a très régulièrement des opportunités de prendre un bras-tête. Donc c'est une soumission qu'on doit travailler si on fait du MMA et qu'on se retrouve régulièrement au sol, notamment en top position. Ouais, voilà, par rapport à un juji où on peut se retrouver en dessous, où il y a un peu plus de complications, où je pense même à une clé de cheville ou un truc comme ça, sur le bras-tête, voilà, on va pas forcément se retrouver dans quelque chose qui va nous desservir derrière. Voilà. Puis, Et ouais, un juji, premièrement, il y a des niveaux de force sur les bras qui sont plus ou moins élevés. Deuxièmement, il y a des gens qui tapent, il y a des gens qui tapent pas. Même sur un juji gatame, un bras-tête, tu tapes ou tu tapes pas, ça ne tu te change fais rien. endormir. Tu vas dormir. Donc tu peux taper, tu peux ne pas taper. Si tu tapes pas, tu vas dormir. Fin de l'histoire. Donc c'est l'avantage encore une fois des étranglements face aux clés articulaires. Ouais. C'est tu ne laisses pas le choix à ton adversaire. Donc voilà, Mohamed Mokaev. Alors je vois dans le chat 5 combats et déjà 10e mondial. Donc là, il est ranké. Il est ranké du coup, Mokaev. Euh, Euh, Pas peut-être si je lis ça, là je lis ouais, neuvième même. 9e, ok. 9e mondial, ouais, donc il est rentré dans le top 10 de l'UFC. Et Mokaev dit que les gars le refusent. Il le refuse parce que je pense que c'est un combat dur, un combat compliqué, un combat piège pour eux. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que Tu penses pas? qui le refuse. Qui le refuse dans le top 10 Peut-être les UFC des mecs devant. 57. Moi, je suis pas sûr que dans le UFC top 10 des 57, il y ait beaucoup de gens qui refusent. Alors, je visualise pas là comme ça le top 7 des 57, Ouais. mais le top 10 des 57, pardon. Euh, mais je pense que le top 10 est suffisamment costaud pour pas avoir à refuser Mokaev. Ou peut-être qu'ils attendent que Mokaev ait un peu fait comment dire, C'est ça. C'est ses peut-être. preuves un peu plus, ses armes un peu plus avant de. Alors, tu vois, après, bon. Ouais. Donc, ils disent que Tim Elliott il était classé 10e, hein. Donc, c'est pour Ouais, ça, en fait. ok. Mais si tu regardes, alors, peut-être le top. Mais si tu regardes Alexandre Pantora, Brandon Moreno, Moreno. Figueiredo, Et encore, il est monté de KT, je suis pas sûr qu'il soit resté en 57, ouais. Amir Albazi, il est numéro 3. C'est une catégorie dans laquelle il n'y a pas énormément. Amir Albazi, pour la petite anecdote, Amir Albazi, hein, ouais, si je ne me trompe pas, c'est un mec qui a fait champion du monde de Nogi en ceinture bleue ou violette et qu'on a été affronté au Bellator avec Yuri Bejenari. Quelle année, je peux pas te dire, probablement 2017, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Je viens de vérifier. C'est ça, on était au Bellator contre Amir, qui était un gros prospect européen et qui maintenant, a priori, est classé numéro 3 mondial. Ah, bravo. Tu vois, je Eh savais pas ben, qu'il était aussi monté depuis. Costaud, solide, ouais. Ouais, c'est du ouais. solide. Si t'as des petites anecdotes d'ailleurs comme ça, moi, n'hésite pas, hein, Mm, parce que je suis mm, friand de ça, donc. mm. Bellator Londres, c'était donc Wembley. T'as Wembley Stadium Ouais. et t'as Wembley Arena. Et donc juste à côté du Wembley Stadium, t'as Wembley Arena, public anglais, la folie, un bruit de ouf. Il y avait Michael Page qui combattait, donc il y avait une ambiance de malade mental. On est reparti avec la défaite, mais Très grosse belle expérience. expérience. Ouais, grosse expérience. Le Bellator, il invitait tous les guests à l'époque, donc tu avais
Nous, on dormait dans l'hôtel du truc, donc tu as Royce Gracie qui est là, à côté tu as Kael Sonnen, à côté tu as, tout le monde, quoi. Tu as tout le monde, tu es en train de manger et tu as toutes les restats de l'UFC qui sont toutes là. Et si tu veux une bonne anecdote, j'ai deux anecdotes de combattants qu'on a croisés. Il y a Gegard Moussassi, on pensait qu'il parlait russe, mais il est arménien. Ouais. Donc, si, c'est pas on pensait, il parlait russe, mais on se souvenait plus exactement de son origine. Donc, il avait super sympathisé avec Yuri qui parle russe, Yuri qui est moldave, qui parle russe. Et donc, à chaque fois qu'on le croisait, c'était plein d'accolades et des blagues, etc. Et la deuxième petite anecdote sympa ou drôle, c'est qu'on est dans le lobby de l'hôtel et on est en train de sortir. Et il y a un fan qui arrive pour prendre, tu vois, ils se mettent dans le lobby pour essayer de prendre des photos Ouais. avec les combattants. Et je vois à ma droite, je vois Royce Gracie. Tu vois, donc Royce Gracie, le mec voilà, qui est le premier champion de l'UFC, le mec pour qui on a créé l'UFC à la base. Et donc, tu as Royce à droite et à ma gauche, tu as Yuri qui est à côté de moi. Mais Yuri qui est champion du monde amateur, mais c'est tout, quoi, qui va combattre demain. Et donc, le fan qui est devant moi, il a le choix, mais je ne sais pas si. Tu vois, les nouveaux fans parfois ne connaissent pas les Les anciens, anciens. ne connaissent Ouais. pas l'histoire du MMA. Et donc, il a le choix, sans le savoir peut-être, mais il a le choix entre prendre une photo avec Yuri ou prendre une photo avec Royce Gracie. Et il choisit de prendre une photo avec Yuri. Et donc voilà, donc ça nous a fait rire avec Yuri parce que forcément, nous, on savait que Royce était juste là et que la personne vers qui il fallait se diriger, c'était Royce. Je pense que j'aurais pris Royce. Moi, Yuri, c'est mon pote, hein, mais j'aurais pris Royce, c'est sûr et certain. Donc Donc voilà voilà pour ce combat. pour ce combat. Alors, on va enchaîner. Donc là, maintenant, on va rentrer dans la main card. Donc, main card composée de 5 combats. Alors, avant de rentrer donc sur cette main card, je répète, on fait le live de façon, je ne vais pas dire exceptionnelle parce on va le refaire à plusieurs reprises, mais en diffusion sur Facebook et YouTube justement de Karaté Bushido. Et nous le ferons donc, ça sera un rendez-vous hebdomadaire le dimanche à 20h sur la chaîne Twitch de Karaté Bushido, donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Alors, il y a Joe CFC qui nous dit Mokaev, Kai Kara, ça vous chauffe? Est-ce que ça nous chauffe? Je te laisse répondre, Gabi. Bah, Kai Kara, disons que pour moi, c'est un step enfin, pour aller à la ceinture, euh, carrément. Donc, bah, si Mokaev arrive à passer Kai Kara, pour moi, il est directement dans le title contention. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que après Mokaev a les armes pour battre Kai Kara? Alors, debout, je pense pas. Debout, je pense pas. Peut-être sur les phases de lutte et encore, mais voilà, là si ça se fait, ce sera vraiment un très très gros test. Alors, on enchaîne donc sur la main card de cette UFC. Entre Muin Gafurov et Saïd Nurmagomedov. Alors aussi petit rappel donc sur les cartes d'Abu Dhabi, comme à chaque fois en fait à l'UFC quand ils vont se déplacer dans certaines localités, ils vont faire en sorte de mettre des combattants alors soit locaux, soit en accord justement avec les pays dans lesquels ils vont. On voit à l'UFC Paris, on a mis 9 Français. Sur les cartes d'Abu Dhabi, en général, on met beaucoup de mecs justement du Moyen-Orient ou alors du Caucase, Daghestan, Russie, etc. Donc c'est pour ça qu'on retrouve énormément de ces profils-là sur les cartes d'Abu Dhabi. Et donc on ouvre justement cette main card avec Muin Gafurov. Alors, si je dis pas de bêtises, Muin qui était prévu pour Taylor à l'UFC Paris. C'est ça. C'est ça. Donc, gros profil parce que, alors, palmarès, si je dis pas de bêtises, il devait être à quoi? Genre 18-3, un truc comme ça. Il avait un palmarès très solide. 18-6. 18-6. Mais avec des grosses guerres, on sait qu'il ne tombe pas. Guerrier. Ouais. Guerrier. En face, 18-3, c'est Saïd Nurmagomedov. 18-3. Ouais. Donc super solide aussi. Je pense que, bon, pas grand-chose à dire sur le combat. Il se précipite. Ah oui, on a vu qu'il a fait un rush au point et il se précipite pour avoir l'amené au sol. Pourquoi on ne sait pas trop. Ce qui est marrant, c'est que Saïd part sur une guillotine modifiée qui est une des spécialités de Taylor. Cette guillotine comme ça qui permet et de défendre le takedown parce que tu rentres le bras pour défendre comme si tu rentrais l'underhook et en même temps de coincer la personne au-dessus.
Ouais. et donc de soumettre en étant debout et de face et en pesant sur la personne, pas en étant en dessous. Et il le soumet instantanément. Donc, ça ne nous donne pas beaucoup de réponses sur Saïd, puisque c'est une soumission très rapide. On savait qu'il avait cette capacité à soumettre. Ça a confirmé cette capacité-là à saisir les opportunités de soumission. Pourquoi Mouine s'est précipité comme ça, etc. Je ne sais pas. En tout cas, grosse erreur de gestion de la distance, du stress, du rythme du combat. Ouais. Mais je vois en commentaire, on pose la question pourquoi Gaforov était forfait sur l'UFC Paris. C'était une question de papier. C'est les papiers qui n'allaient pas. Alors, est-ce que c'était papiers médicaux ou est-ce que c'était papiers de voyage? Il y a probablement un visa pour partir du Tadjikistan pour l'Europe. Je ne sais pas, mais c'était une question de papier, ça c'est sûr. Ouais, bah, comme tu dis, après, de ce combat, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Voilà, est-ce qu'on a vu des erreurs, des points forts, enfin, par rapport à Saïd, justement, bah, Saïd a gardé son calme. Il a gardé son calme, lui. Vraiment, Mouine, bah, ça a été juste l'erreur de précipitation. Je me rappelle plus, donc il l'a soumis quoi, en moins d'une minute trente, il me semble? Mm. En moins d'une minute trente. Je sais pas pourquoi il s'est précipité. Est-ce qu'il l'a touché un peu ou est-ce qu'il a senti qu'il avait l'avantage en striking? Mais il a fait vraiment une course avec les poings pour aller bloquer Saïd contre la cage. Et comme tu dis, bah, cette guillotte modifiée, pour en sortir, en plus, Une fois que c'est Saïd, fermé, voilà, tu une fois sors que c'est plus. fermé, c'est fermé. Et Saïd aussi est plus grand que Mouine, donc à partir du moment où il va se redresser, Mouine est déjà bien. Enfin, pour sortir, ça va être encore plus compliqué. Et une fois qu'ils se sont mis au sol, donc on a vu que Mouine. Alors, l'arbitre était du côté opposé, justement, quand Mouine a tapé. Mais encore, l'arbitre n'avait même pas encore vu que Saïd, justement, l'a relâché. Bonne chose, parce que on a Il pu allait voir au dormir. moment où il a tapé deux fois. Ensuite, il a tapé une autre fois. Et il allait retaper. Et donc là, Saïd a lâché. Mais il était déjà endormi complètement, quoi. Mm, mm, mm. C'était très beau. Très Il allait beau, dormir, ouais, il allait ouais. dormir. Ouais, c'est sûr. Non, super. Belle performance de Saïd. Je l'avais croisé à l'Eke. Ouais. Euh, voilà, top, hein. C'est des mecs, ils s'entraînent tous ensemble, ils sont tous forts. Ah, je sais Rien de plus du spécial à dire, quoi. Je sais plus si c'est lui, mais il a le nom de Nurmagomedov, mais je crois qu'il en fait pas partie de la famille Je Nurmagomedov. crois que c'est un cousin ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ils s'entraînent avec eux. Moi, je l'ai vu à l'Eke avec tout le Ouais, groupe. Il y avait Islam avec eux, il y avait Oumar avec eux, il y avait Ousmane avec eux. Ousmane, Enfin, ouais. tous Ils sont là-bas. tous ensemble, ouais. Ouais, ils sont tous ensemble, ils s'entraînent ensemble. Voilà, ils ont développé un style, ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Et d'ailleurs, ça nous fait une belle transition parce qu'on a Ikram, c'est le combat d'après. Ouais, Ikram Aliskerov, 15-1. Seule défaite contre Shimaev quand il a contre pris le Shimaev. KO. Ouais. De l'autre côté, on a Warley Alves, 14-7. Donc, pas forcément le meilleur palmarès de l'UFC. En plus, il me semble qu'il monte de catégorie pour Ouais, le c'est ça, c'est combat. un welter à la base, et bah, à cause Alors attends, en premier, donc il devait être matché contre Costa. Ça, c'est pas... Enfin, Ouais, c'était signé, oui et non, on savait pas trop. Après, donc c'était notre Français Nassourdine Imavov qui devait le prendre. Nassourdine qui n'a pas exactement. pu. Et donc c'est Warley Alves qui s'est positionné pour aller affronter Ikram. Pour l'affronter. Et ce qu'on a vu, moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait pas. Je trouve qu'Alice Kirov, il n'a pas une belle boxe. Mais on n'est pas dans un sport où on note l'élégance de ta boxe. On est dans un sport où on note l'efficacité de ce que tu proposes. Et en l'occurrence, son jab d'arrêt qu'il a fait, on appelle ça un jab d'arrêt quand on est bien ferme comme ça et qu'on met le jab, Ouais, où il le déstabilise sur le jab. Et ensuite, il le termine avec son coup de genou sauté et puis la combinaison qu'il met. Tape fort, quoi. Tu te dis, putain, c'est waouh. sur un jab, tu fais ça à un mec, et t'es comme ça, et t'accélères les mecs comme ça. Non, c'est un beau truc. Encore une fois, c'est quelqu'un qu'on a envie de revoir rapidement et qu'on a envie de revoir. Je suis désolé, Gabi, je vais un peu vite parce que tu sais qu'il nous reste 15 minutes T'inquiète pas, il n'y a pas de pour souci. traiter tout le monde, mais qu'on a envie de revoir rapidement et qu'on a envie de revoir face à l'échelon supérieur parce que, parce que c'est du solide, quoi. C'est super solide. On a envie de le voir. Et je sais pas si ça. Ce qui est marrant, Nassour avait oublié.
On a parlé avec Nassour quand ils ont signé pour le combat. Ouais. Et je lui dis, est-ce que tu te souviens qu'il y a quelques années, tu devais l'affronter? Et il me dit, Ah ah bon? non, c'est-à-dire que je m'en souvenais plus. Et en fait, il y avait eu la proposition au Brave pour Nassour d'affronter Alice Kerov. Je ne sais pas si on avait un groupe au MMA Factory dans lequel on recevait les propositions, on étudiait les propositions Ouais. avant de les partager avec le combattant. Donc je me souviens pas si Nassour avait reçu la proposition. Mais moi, je me souviens d'avoir étudié à l'époque Alice Kerov, Ouais. à l'époque où Nassour n'était pas encore rentré à l'UFC, quelques mois avant qu'il rentre à l'UFC, avec cette possibilité que Nassour l'affronte. Et donc c'est drôle de se dire que là, leurs chemins ont failli se recroiser pour la deuxième fois, sans que ça se fasse, et que bah, possiblement, là, si on voit l'évolution des deux, si Nassour continue à monter et qu'Aliskerov continue à monter, c'est possible qu'ils s'affrontent un jour, soit pour une place de contender numéro 1, soit pour une place encore plus élevée. C'est possible. Je ne sais pas ce qui arrivera, mais Aliskerov, là, il a tout le profil pour monter, aller chercher le top de la KT. C'est évident, hein. Là, Nassour, à l'heure actuelle, il est dans le top 15 ou 10 de l'UFC, je sais plus. Pour moi, il est top 12 de mon souvenir, mais je vais Ouais. regarder. Euh, pour moi, Donc, et puis là, Ikram, je pense qu'il pourrait nous, être il est rematché 11e. assez vite. Il est 11e. Ok. Ouais, il est 11e. Et Ikram, il est classé ou pas? Et Ikram, il est classé. Je pense qu'il est bien classé, Ikram, maintenant. Euh, Est-ce qu'on le sent venir, le Ikram Chimaev 2? Mm, Possiblement, hein. Alors, pareil, Shimaev, il est en train de continuer à monter. Mais là, Ikram, il voulait le faire affronter avec Paulo Costa, quand même, qui est 6e. Ouais. Donc, ils veulent le monter vite, Ikram, hein. Peut-être qu'ils vont lui donner un Vettori, peut-être qu'ils vont lui donner un canonnier, un Whittaker. Tu vois, un Whittaker, ce serait beau. Ouais. Tu as un mec qui est plutôt sur la pente descendante, un mec qui est plutôt sur la pente ascendante, et tu dis, OK, où tu te situes par rapport à ces mecs-là? Euh, Il y a des trucs, C'est. il y a des Excuse-moi. trucs cool là-dessus. Ouais. Excuse-moi. C'est. Même quand je vois dans la caté justement des lightweight avec les Geji, les Poirier, si tu veux, qui sont voilà, un peu ce petit groupe qui reste là depuis longtemps, qui s'affrontent entre eux. Là, chez les middle, voilà, on va dire que c'est à peu près la même chose avec bah, les Adesanya, les Cannonier, les Whittaker, les Vettori. On a ce groupe d'anciens, entre guillemets, qui tournent beaucoup entre eux. Et il y a justement bah, après les jeunes prospects qui Les arrivent. jeunes loups. Et je pense pas que ce soit les Whittaker et tout font office de ce qu'on appelle de gatekeeper. Mais au moins ils font un petit peu. Tu penses un petit peu? Bah, il y a un moment où quand on sait que tu n'auras plus la ceinture Ouais, et que tu es encore là dans le top 3, dans le top 5, et tu affrontes tous les jeunes loups, tu ouais. deviens un gatekeeper. C'est ça la définition du gatekeeper, hein. Tu deviens une porte d'entrée dans le top 5 ou dans le top 3. Il faut passer par toi pour être top 5 ou top 3. C'est toi qui définis la valeur du top 5 ou du top 3. Alors, bah, on peut voir ce terme un peu quand même péjoratif, tu vois, t'es un gatekeeper, mais en même temps, bah, derrière, tu as la possibilité de faire dérailler justement le hype train de ces prospects, et donc possiblement à nouveau d'aller chercher un combat pour une ceinture. Hmm. Donc voilà, bah, Ikram, de toute façon, pas blessé, rien de spécial, donc probablement aussi un turnover assez rapide, je pense. Je pense qu'on le reverra assez vite sur une carte de l'UFC. Ce qui est impressionnant quand je regarde toute la carte et notamment tous les Caucasiens qui étaient sur la Ouais, carte, c'est les palmarès, les chiffres qu'on a, déjà l'évolution du MMA, parce que avant on avait des champions avec 10 combats, 11 combats, 12 combats, c'était énorme. Aujourd'hui, on a du 18 combats, du 20 combats. Là, je regarde Makachev, c'est du 25-1. On a Shimaev, c'est 13-0. On a Ankalaev, c'est 18-1. On a Ikram, c'est 15-1. On a Saïd, c'est 18-3. Donc on commence à avoir des palmarès qui sont très élevés, plus de la vingtaine de combats, entre 20 et 30 combats, avec souvent une seule défaite ou un match nul. On a du côté de ces Caucasiens, on a des palmarès qui sont extraordinaires. Ankalaev, Johnny Walker, pas énormément de choses à dire sur le combat, si ce n'est beaucoup d'observations. Les deux se craignent un petit peu en début de combat. Finalement, quand il se passe quelque chose, pour moi, Ankalaev touche au corps. Johnny Walker surjoue le coup qui a été touché pour tenter de oui, contrer ouais, il avec son play genou sauté. possum, ouais, comme on dit. Pour tenter de contrer avec son genou sauté.
Ankalaev profite de la situation, menotte, magnifique, beau contrôle, il frappe, il frappe, il frappe. Malheureusement, il met un genou au visage. Je ne sais pas si il avait oublié qu'il y avait les 3 appuis ou s'il visait le corps et s'est monté au visage. Je ne sais pas c'est lequel des deux. On voit une mêlée un petit peu dans l'octogone. A priori, le médecin pose la question à Johnny Walker, on est où? Johnny Walker lui répond, on est dans le désert. On est dans le Et désert. on est dans le désert. Et le médecin dit, il n'est pas lucide. Moi, ce que je remarque quand je regarde Johnny Walker, c'est que le médecin dit, on arrête le combat, sous les yeux de Johnny Walker. Il parle à l'arbitre, il dit, on arrête le combat. L'arbitre fait le signe, Fait les le combat gestes est arrêté. que c'est fini. Et Johnny Walker ne comprend pas encore que c'est arrêté et repart. Donc, j'ai quand même l'impression que Johnny Walker n'était pas du tout lucide. Surtout qu'il a pris un sacré coup de genou. Bah Donc, là, même il si était après, clairement commotionné, ouais. pour Là, moi, il il était était... commotionné. Et même si il prétend que tout était bon, etc., moi, pour moi, il n'était pas présent mentalement. Je ne dis pas qu'il n'aurait pas pu combattre, Ouais. mais je pense qu'il était loin d'être lucide et qu'il était bien, bien, bien dans les vapes. Et tu le vois dans toute la situation qui s'ensuit, où il comprend rien du tout de ce qui se passe. Tu te dis, bon, je pense que même si c'est frustrant, je pense pas que ce soit une mauvaise décision. En plus, c'est facile pour l'UFC de réorganiser une revanche. Il y a quelqu'un qui pose la question en commentaire qui dit est-ce qu'il est déjà lucide en temps Lucide en temps normal? normal. Ça, je pense que c'est difficile à savoir. On le connaît pas assez pour ça, mais ouais, Walker, il combattait sur le circuit européen et il a battu, pour rentrer à l'UFC, il a battu à l'EBD, l'événement belge, il a battu Cheick Konay. Cheick Konay qui était une référence à l'époque du circuit européen, Ouais. qui avait la ceinture du Bama. Et il a été vaincu par Johnny Walker à l'EBD et c'est comme ça que Johnny rentre à l'UFC. Mais Johnny, il a quand même un style, je veux dire, c'est où je te couche, où tu me couches, quoi. Ouais, Et on a pu voir quand même qu'il s'est fait coucher de façon très violente. Et même si les protocoles médicaux, justement, bah, de récupération, une fois que tu t'es fait commotionner, sont respectés, on sait qu'au bout d'un moment, le cerveau, il ne peut prendre qu'un certain nombre de dégâts, justement, avant que ça commence à... On commence à ce qu'on appelle, en gros, tu perds un peu ton menton, quoi. Tu perds ton menton, tu es beaucoup plus sensible aux frappes, déstabilisé beaucoup plus rapidement. Puis après, bah, perte de tous les, mémoire, voilà, perte perte de de mémoire, lucidité, manque de mémorisation, de réflexion, etc. Ouais. migraine, problème à la Migraine. lumière, etc. Et là, la façon dont il a été touché. Alors, sur l'entrée de combat, moi, j'avais bien aimé, c'était les quelques low kicks qu'il avait mis à Ankalaev, parce qu'on avait vu qu'Ankalaev s'était fait broyer la jambe justement par Jan Blachowicz. Donc, game plan un peu similaire. Et donc sur ce coup de genou illégal qu'il a pris au niveau de la mâchoire, comme tu dis, c'était très surprenant qu'il ne... Parce qu'il comprend l'anglais, en plus, il comprend l'anglais parce qu'il s'entraîne au SBG avec John Kavanagh. Donc que le médecin dise... Alors, médecin un petit peu douteux aussi, parce que c'est le même Mhm. médecin qui était sur le combat justement avec Victor Henry, où Henry s'est fait exploser les cacahuètes et le médecin lui a dit non, 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 t'inquiète pas, enfin, ça n'a pas touché, quoi. Voilà, donc médecin un petit peu douteux, je me disais au début, ouais, c'est bizarre. Et donc, comme tu dis, il y a l'annonce du médecin devant lui, il y a les gestes flagrants de l'arbitre qui dit stop, 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 stop. Et Walker, il est déco. Il est déco. La seule chose qu'il voit, c'est Ankalaev. Et même après cette espèce de. Pourtant, il y a du monde dans la cage, mais il cherche à rentrer, à faire le brawl. Enfin, il est parti, quoi. Il est parti. Il est Donc, parti. Donc, bon. arrêt Gabi, normal. je suis obligé, je suis désolé, je suis obligé sur le rythme d'enchaîner sur Ouais, il les n'y a deux pas de souci. derniers. On a le temps Ah, qui est compté. Je suis désolé aussi pour tous les t'inquiète. spectateurs. À 21h pile, il faut que, il faut que je décampe. Il nous reste donc 8 minutes pour les deux derniers combats. Ramzat Chimaev contre Kamaru Usman. J'entends Ousmane. beaucoup de gens qui disent être déçus. J'ai du mal à comprendre parce qu'on a quand même l'un des meilleurs ou le meilleur welterweight de tous les temps en face de Chimaev. Ouais. Chimaev, il monte en 84. Ousmane, il monte en 84. Il monte avec un physique qui est impressionnant. C'est-à-dire là où on disait oui, 77, mais l'autre c'est un 84 et tout. Pour moi, physiquement, il n'y avait pas de différence. Les deux étaient monstrueux. Chimaev était monstrueux, mais Kamaru était monstrueux. Oui, Et la pesée, il n'y avait pas de diff, hein. Même il n'y avait jouer pas de gros diff. bras de Kamaru, même en termes de Il était à taille. 84 kilos sec. Il n'était Ouais. pas à 84 kilos gras, hein. 84 kilos sec. Donc, pour moi, le physique n'a pas tant joué que ça. Malgré ça, Ramzat, il rentre et il fait sa lutte. Donc, il fait
un takedown qui est assez mal timé, hein. Mais il a un chain wrestling qui est incroyable. Il s'accroche à une jambe. De une jambe, il lève la jambe pour faire le balayage. Le balayage, et c'est marrant parce que Gabi est venu à la lutte la semaine dernière avec Maxime François à Bonneuil. Et toute la séance, on a travaillé la technique que Shimaev il a placée, c'est-à-dire lever la jambe. Et ensuite, il y a plusieurs façons de faire. On peut balayer, on peut tourner, on peut faire plein de choses. Lui, il a essayé de balayer par l'intérieur. Il se retrouve au sol. Il en profite pour passer dans le dos. Là-dessus, il crochette le dos, il crochette d'un côté, crochette de l'autre, machin. Et au bout d'un moment, il arrive à aplatir. Et au bout d'une minute, j'ai regardé le temps, moins d'une minute de combat, 55 secondes, Shimaev, il est dans le dos, les deux crochets pris, du meilleur welterweight de l'histoire, de quelqu'un qui a la meilleure takedown defense de l'histoire de l'UFC. 97%, il est tombé une seule fois dans tous ses combats, contre malgré qu'il ait Edwards. affronté contre Edwards, et Ouais. malgré qu'il ait affronté je ne sais pas combien de lutteurs. Et là, en une minute, Shimaev, il est dans le dos, et il va passer 4 minutes dans le dos de Kamaru Usman. Donc moi, quand je vois ça, je dis, c'est de la folie. Ensuite, on voit que Shimaev, au deuxième round, bah, il est fatigué. Donc forcément, il gère son énergie, il essaie de boxer. Il y a cette rumeur qui court sur la main cassée. Je ne sais pas ce qu'il en est. On Il a verra, dit on en ouais, saura, qu'il avait la main voilà, pétée justement on en quand il saura un petit revenait peu en plus backstage. par la suite. Mais, euh, mais voilà, il y a cette rumeur sur la main cassée. Et, et donc ça, c'est la rumeur sur le truc. Ouais. Et ensuite, Bah, sur le. Moi, franchement, voilà, quand il s'est retrouvé dans le dos de Ousmane, j'ai fait waouh. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu Ousmane bah, se faire entre guillemets malmener comme ça. Est-ce qu'il va réussir justement déjà à terminer les 4 minutes restantes du round sans se faire soumettre? Parce qu'on a vu que bah, il était quand même bien enclenché, notamment justement quand Ousmane s'est relevé et que Shimaev avait le triangle de corps. Euh, voilà, il a engagé sur l'étranglement arrière. Alors Ousmane a bien très bonne timé le défense. truc. Ouais, Ousmane a La bien timé défense le truc, il l'a d'Ousmane, slamé. de mettre, de mettre ses fesses en l'air, de protéger son cou en rentrant avec, désolé 2 secondes, Il n'y a pas de de souci. protéger son cou et de rentrer la tête. Magnifique défense, rien à dire là-dessus. Et puis après, Shimaev, moi je pense que c'est quelqu'un de la transition. C'est Ouais. quelqu'un qui transitionne très bien. Pour lui, très compliqué de le faire, de passer l'étranglement comme ça sur une position qui est établie, qui est stable, qui bouge pas. Très compliqué. Et Euh, après, on a vu une baisse de rythme aussi de Shimaev, donc dans le deuxième et troisième. Deuxième baisse de rythme. En plus, donc du coup, il attaque pas trop la lutte. Quand il attaque, je ne sais pas s'il se fait contrer ou pas dans le deuxième. Il attaque en fin de round. Il arrive au sol. Et aujourd'hui, avec les règles dont on parlait tout à l'heure, Ousmane, il gère intelligemment. Il bloque le combat. Donc ça, c'est super intelligent. Et Ouais. puis après, troisième round, ce qui se passe, c'est qu'il prend des défenses de lutte sur les deux premières attaques de lutte qu'il fait. Ouais. Et puis, finalement, il arrive à amener au sol. Tu vois qu'il gère son cardio sur une demi-garde en mettant pas trop de frappes, en contrôlant, etc. etc. Et puis au bout d'un moment, Ousmane se relève. Mais ce qu'on voit aussi, bah, et ce qui est intéressant d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que bah, Ousmane, sur son 1-2 en ligne, ça touche. Ça touche fort. Ça touche Ça bien, touche ouais. fort, ça touche bien. Ce qu'on voit aussi, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, c'est que Shimaev, il est quand même capable de je suis désolé. Pas de Shimaev, souci. il est quand même capable de boxer avec Ousmane. Ouais. Il n'a Donc pas c'est peur fort. d'aller dans On les ne savait échanges. pas s'il était capable de boxer à ce niveau-là, Shimaev. Donc là, il est capable de le faire. Ça, c'est beau et c'est fort. Et puis voilà, il gagne le combat. Il gagne le combat à la décision. Ceux qui voient le match nul, je ne comprends pas parce que pour moi, il y a au moins 2 rounds pour Shimaev sans aucun doute possible. Le Donc premier, le premier dernier. à 18, ouais. Le premier, pour moi, à 18. Alors, il y en a qui contestent 18 par rapport aux dégâts, euh, en disant il y a eu du contrôle, mais il n'y a pas eu de dégâts. Et aujourd'hui, on juge les dégâts. Donc, il y en a qui disent c'est pas un 18, c'est un 19. Et je pense que c'est comme ça que l'ont jugé les juges. Mais Les petits aléas du direct. Il n'y a pas de souci. malgré tout,
Bah, Voilà. bonne perf de Chimaev, qui a d'ailleurs reçu sa ceinture marron à la fin du combat, ceinture Ouais, marron qui a reçu la de ceinture JB. marron à la fin du combat. Et je Euh, finis, Gabi, ouais, je finis parce que il n'y a tu as pas de vu qu'il souci. y a la troupe qui est arrivée. Je finis rapidement sur Makhachev Volka, contre Volka. ouais, Makhachev, il avait vu que dans son premier combat, Makhachev, moi j'ai toujours dit, son pied-point est sous-estimé. Il a une gestion de la distance et un footwork qui est exceptionnel. Il gère la distance, il envoie middle, 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 middle. Ce qu'il avait déjà fait pendant le premier combat. Là, il fait middle tip, ce qu'on appelle le tip, le front kick ou ouais, le maegeri. Donc il envoie l'un, il envoie l'autre, il envoie l'un, il envoie l'autre, il envoie l'un, il envoie l'autre. Il travaille au corps, au corps, au corps. Au bout d'un moment, le corps, il voit que ça fonctionne, enfin pas que ça fonctionne pas, mais il voit que Volkanovski, il est habitué au corps. Il envoie un premier high kick, avant le high kick qui met le KO. Il envoie un premier high kick qui fonctionne pas. Il entame la lutte, et là où Makhachev, il fait un truc qui est, j'adore ce qu'il fait. Il attaque la lutte en double leg. Quand ça marche pas en double leg, les mecs, ils font quoi? Ils rentrent les bras à l'intérieur. Quand il rentre les bras, lui, il prend le whizzer. Et ensuite, il peut entamer toutes ses projections de judo à partir du whizzer. ouais. Donc, c'est que des bonnes solutions pour lui. Lutte, soit il l'amène au sol, soit il l'amène pas au sol. Si les mecs rentrent les bras, il prend le whizzer. S'il prend le whizzer, il peut partir sur les projections de judo. Si le judo, ça marche pas, il repart sur son clinch tie qui est super Très fort. Et solide donc, justement, parce qu'on a vu que Volk il avait du mal à très s'en solide. sortir de ce Et il clinch. crée un combat dans lequel il n'y a que des bonnes options de distance pour lui, que des trucs. En fait, il est que dans des positions dans lesquelles il maîtrise. Et quand ça repart à longue distance, finalement, le point sur lequel il est le moins fort, c'est la boxe anglaise. Quand ça repart à bonne distance, bah, il fait très peu de boxe anglaise. Il fait plutôt des kicks, des kicks, des kicks, des kicks. Il renvoie ses kicks, il envoie le kick passe, c'est magnifique, il y a le KO. C'est fabuleux. Et Et puis puis voilà, barrage de frappe derrière. Et puis alors, barrage de frappe derrière, il ce qui est termine. entre guillemets bien, c'est que justement, alors, si ça avait été la décision, on aurait pu entendre des oui, mais Volk n'avait que 10 jours de prépa, etc. Là, un Ouais, full camp ou alors 10 jours de prépa, le high kick qui mange, tu tombes dans tous les c'est le pièges, quoi. setup. C'est le setup qui fait ça. La préparation du coup du high kick fait que le high kick il passe. Le high kick tout seul, il serait jamais passé. Mais il y a eu tellement de middle avant, il y a eu tellement d'actions fortes avant, bah, que forcément le high kick il passe. Ouais, changement de niveau, il l'a trompé sur voilà, Voilà. je t'envoie au niveau du ventre, et puis une fois après, il monte. Volk, même qui lève un peu la main, mais justement pas assez, Et en ça plus, vient il fait le toucher high kick, le voilà. High kick tibia qui touche le sommet du crâne à la crocop. Ah, voilà, déstabilisé et fini. voilà, Fin de l'histoire. finish normal. Et Ouais. moi, derrière, je pense pas qu'il y aura une trilogie ou alors Non, une nouvelle je tentative peux de pas. ceinture de Je Volk. pense Là, pas. là, il a fait Pour ce qu'on moi, tu appelle peux pas. un statement, quoi. Il a fait un Ouais, statement, ouais, Makhachev, donc ouais. Il soumet d'ailleurs, Charles Oliveira ouais. et il met KO Volkanovski. Et là, tu dis, waouh, quel est le niveau de Makachev? Jusque, where is the limit? Et d'ailleurs, avant de se quitter, contre qui tu aimerais le voir, Makhachev? Bah, soit, je pense qu'ils vont refaire le fight contre Oliveira parce qu'ils voulaient faire la revanche. Ouais, Je pense que le deuxième fight, il va se passer de la même manière que le premier parce que pour avoir regardé le fight contre Oliveira plein de fois, je pense qu'Oliveira, il trouvait pas sa distance. C'est un mec qui est à plat, qui a besoin d'exprimer son Muay Thai à plat. Comment il va faire contre un mec qui est aussi mobile que Makachev? Trop compliqué pour lui, pour moi. Donc je le vois pas gagner, voilà, mis à part erreur. Tout le monde peut faire une erreur, mais sinon je le vois pas gagner. Et après la suite, après ça, je sais pas. On verra pour la suite. Après, moi j'aimerais il y a voir des contre fights qui sont. Chandler. Ouais, il y a Chandler, il y a Justin Gaethje. Même Gaethje, c'est un fight super intéressant, hein. L'évolution de Gaethje sur ses derniers combats, tu dis ok, qu'est-ce qu'il peut proposer en pied-point face à Islam en défense de lutte? Gaethje, c'est un super combat. Surtout avec son entraîneur Trevor Whitman qui travaille super bien. C'est un combat qu'on a envie de voir. Et puis il l'a dit de toute façon, il a dit sur Twitter, voilà, je veux être le prochain contre Islam. Donc ça promet des beaux Ça promet combats. des belles rencontres. Ouais. Les amis, je vous remercie tous pour ce live. Gabi, je te remercie. Un très très gros merci Nico d'être venu. Je quitte le live, mais on se retrouve très prochainement, a priori, pour d'autres lives comme ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Et si c'est le cas, si vous voulez plus d'infos, si vous voulez plus de trucs, smartfight.fr, soit sur YouTube, soit sur Insta, il y a plein de trucs. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao Nico, Ciao, merci ciao. beaucoup. Ouais, merci.